Salut à tous, c'est le deuxième numéro de Culture Info. Nous sommes au 1200 logements, plus précisément dans la maison de production Afrique Image, où nous allons rencontrer Bill Akakura qui est en train de composer une musique de film. C'est pour le nouveau film de Sinaba. Allons-y. Suivez-moi, c'est par là. Bonjour. Bill. Comment tu vas? Bien. Dis-nous, Bill, une musique de film, c'est difficile. Ça se passe comment? Tu lis le scénario d'abord ou bien tu es sur le plateau de tournage où on t'impose des choses, je sais pas. D'abord, je lis le scénario. Je prends le scénario pour bien m'imprégner du film. Après, s'il y a la possibilité d'aller voir les endroits, les lieux de tournage du film, j'y vais. Et puis, quand je profite de voir le débit des comédiens. Ça veut dire avec rapidité les comédiens jouent et voilà. Donc après ça me permet de choisir les instruments, surtout au niveau des endroits où ça joue. Ça me permet de faire le choix d'instruments. D'accord, donc si je comprends bien, le réalisateur ne t'impose pas des instruments. Ça veut dire toi-même, ça veut dire tout vient de toi. Le réalisateur peut avoir des instruments dans la tête, mais surtout c'est au compositeur de la musique de déterminer les instruments. Ça peut être par rapport aux endroits. Chaque type d'instrument, par exemple, je prends un exemple. En général, dans le désert, on a le vent, les instruments à vent, parce que c'est les codes dans la formation pour l'image et puis le son. Quand on va chez les pygmées, tu as des petites flûtes. Tous les instruments qui sont à bois, ça peut bien marcher. Dans les environnements, là où ils tournent, si l'endroit est situé géographiquement dans le film, expressément dans le scénario, on regarde quel type d'instrument on peut utiliser. Par exemple, si c'est le Burkina, on a typiquement on peut utiliser le bendré. Pour des scènes en dehors de la ville, par exemple, on peut utiliser les violons traditionnels, Mossi, le koundé. Et tout ça. Et donc, mais c'est le compositeur qui regarde tout ça et qui change avec le réalisateur. Maintenant, lui peut avoir un type d'instrument qu'il aime parce que, en définissant ses personnages, parce qu'il y a la musique aussi, les types de personnages dans le film peut imposer un choix d'instrument. Par exemple, un personnage qui est assez fougueux, en général, on peut choisir de mettre une guitare électrique, de la percussion sur lui. Si c'est une femme qui est douce, si c'est une personne qui est assez posée, on choisit peut-être le piano, la harpe parce que ça adoucit. On peut jouer sur ça aussi. À t'entendre parler, on a l'impression que chaque séquence avec son rythme, avec sa musique, ça veut dire chaque acte qu'un acteur pose, il y a un rythme qui le suit. Il y a une musique qui le suit. C'est comme ça que ça se passe. On a un code de construction, par exemple pour les poursuites. Quand il y a les poursuites, il y a le suspense. Il y a une définition du suspense. Par exemple, on a des types d'octaves selon quand c'est des notes hautes, quand c'est les aigus, quand ça fait tant, tout le monde réagit pour créer une scène de peur, quelqu'un qui est effrayé, qui est surpris, ou des fréquences très graves. Déjà ça, on définit ça, mais ça c'est l'intérêt du film, c'est pas le plus compliqué à faire parce qu'il y a un code pour ça. Il y a des codes de travail pour définir le suspense, pour mettre beaucoup de suspense quand c'est la tristesse. Normalement, ça c'est pas le plus difficile à faire parce qu'il y a le code. Quand par exemple il y a un suspense et puis on entend gigim, gigim, donc ça veut dire tout ça là c'est fait, c'est dans la musique du film. Oui, c'est dans la musique. Donc ça veut dire que la musique du film, il y a tous ces éléments là. C'est genre tu chantes du début à la fin et puis on prend quand le film passe, on met et puis bon ça commence à chanter jusqu'à la fin. Maintenant les jigim kish kish là, ça c'est à part, ça c'est un autre truc, c'est pas dans la musique, c'est pas toi qui fais ça, c'est pas toi qui trouve ces rythmes là. Dans le film ça c'est autre chose après, mais la musique qui définit le suspense, la tristesse, ça c'est dans la composition du musicien. Même des petits sons graves, des petits breaks, des coups de cymbales qui se trimballent, on laisse continuer parce que il y a le méchant qui est rentré dans la salle. Tout ça c'est dans la conception de la musique du film. Mais en général on a des phases. Il y a le générique début. Qui est très très important parce que ça pose l'âme du film, ça t'amène dans l'âme du film. Et là le générique début et le générique fin. En général, on travaille d'abord sur ça. Ensuite, si on échange avec le réalisateur, s'il y a des personnages qui sont vraiment forts, on décide de suivre ces personnages avec un type de musique. Par exemple, dans Papa mon rival,
Quand c'est son papa, il y a un type de musique pour l'accompagner qui est un peu plus, parce que selon son personnage, on imagine qu'il est africain, mais comme il parle tout doucement, il va écouter une musique qui sonne un peu jazzy, même si c'est africain, une musique un peu de recherche, comme on aime le dire ici, mais il ne va pas forcément écouter du coupé décalé ou des musiques qui sont un peu plus chaudes. Et le jeune homme, il vit en France, quand il vient, il faut aussi savoir quel type de musique maintenant tu vas définir pour pouvoir le suivre aussi. Et puis maintenant, à l'intérieur, comme je dis, le choix des instruments, c'est très très important. Et ensuite, maintenant, ce qui vraiment relève du rôle du compositeur, c'est la composition même maintenant des thèmes. Comment c'est arrivé, les musiques de films? C'est arrivé comme ça ou bien c'est parce qu'il y a l'argent dedans que ça paye bien, plus qu'un single? Les musiques de films, parce que tu en as fait pas mal quand même. Hein? Moi, je suis arrivé là-dedans par passion, par les rencontres, comme je dis, Raymond Tendré qui m'a amené. Au début, c'était pas pour l'union, c'est la curiosité. C'était pas pour les sous, pour l'argent forcément. Et puis, ça me nourrit pour ma propre musique. Parce que l'image, c'est-à-dire, moi je chante en kasséna, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que je dis, mais dans les mélodies racontent une histoire qui font que les gens réagissent à la musique. Donc, tout ça, je me suis dit, quand je vais me former là-dedans, ça peut m'aider dans mes propres compositions. Il y a les droits d'auteur. Donc, ça veut dire que quand le film est diffusé, il y a des droits d'auteur qui sont reversés. Et c'est intéressant. Et puis, même dans l'aventure humaine avec les réalisateurs, les comédiens et tout, donc ça fait que là, oui, mais je ne vais pas dire que c'est pas bien payé. Non mais au début, c'est comme dans tout métier, au début on kete comme on dit. Mais oui, mais après tout dépend des réalisateurs. Mais en général, c'est bien payé. Oui, normalement, il faut le dire, quand c'est bien payé. Il faut le dire. Mais en fait, quand tu finis une musique, tu peux pas l'exploiter toi-même, ou bien ça t'appartient plus la musique. Je ne cède pas totalement les droits de ma musique. Ça veut dire que je cède les droits d'exploitation. Mais après, la musique elle m'appartient. Mais ça, c'est deux scénarios. On peut avoir les deux scénarios où on décide d'acheter les droits de la musique. Et ça, c'est là où on paye énormément. C'est-à-dire que si tu sais de la musique, tu peux faire, ça ne t'appartient plus. C'est au réalisateur, même si tu veux rechanter ça toi-même, il faut demander l'autorisation de la production du film. Je garde les droits de ma musique. C'est seulement mon travail et les enregistrements que les gens payent. Donc je ne vends pas la session de droit d'exploitation des films. Donc c'est pour dire que après je peux utiliser la musique. Ah, tu peux utiliser ta musique. Même à un concert, tu peux chanter la musique. Oui, je peux même mettre dans un album comme je l'ai fait avec Sophia, les chansons. Mais ça c'est intéressant. Hein. Oui, ben, c'est parce qu'après, quand on travaille beaucoup sur un film, après les musiques, c'est comme des enfants, on ne peut pas les abandonner comme ça, de mon point de vue, donner à quelqu'un. C'est vrai. Parce que j'allais me dire, non, si c'est lui qui t'a demandé de faire le film, la musique du film, ça veut dire que la musique l'appartient. Pour moi, c'est comme ça. Oui, bon, il peut. Et c'est à toi maintenant d'aller demander la permission pour jouer. Oui, bon, pour l'exploiter. Pour en faire du business. Mais dans mon cas, non, moi je garde les droits de ma musique. Je vais te laisser travailler. Merci. Merci. C'est un plaisir. Ouais. Puis, je peux revenir? Oui, tu reviens quand tu veux. D'accord. À tout moment. Nous savons tous qu'il y a très peu de musées en Afrique et la plupart des œuvres des artistes africains se trouvent en Occident. Alors, au Cameroun, il y a un artiste qui a eu le courage de créer un musée dans une petite ville. Allons à Banjul. Pourquoi dire que l'Afrique n'a pas besoin d'un musée d'art contemporain? Parce que les pouvoirs publics n'ont pas cette volonté politique de créer des musées d'art contemporain. J'avais constaté le double échec que l'art classique africain se trouvait en Occident parce que ça avait été pillé par les colonisateurs et que l'art contemporain aujourd'hui que nous faisons, ce que nous produisons, n'est pas pillé mais est acheté par des Occidentaux et l'Afrique est derrière et l'Afrique ne fait rien. Nos politiques ne font rien pour qu'on puisse acquérir des œuvres des artistes pour les garder sur le continent. Et moi, je me suis dit, tout le monde ne doit pas être aveugle. Il faudrait qu'il y ait des gens qui ont des idées pour construire un espace et dans cet espace, pouvoir avoir cette présence de l'art contemporain sur le continent. Et donc,
je me suis lancé à l'eau. J'ai d'abord commencé à constituer une collection dans mes débuts, en faisant des échanges avec des confrères artistes du monde entier, parce que je ne voulais pas faire un ghetto des artistes africains. Donc à chaque fois quand j'arrivais dans une biennale, à chaque fois quand je suis allé dans des grandes expositions internationales et que j'ai rencontré des artistes qui avaient un travail que moi j'aimais, je leur ai demandé de faire des échanges. C'est comme ça que j'ai pu constituer la collection de Banjul Station. Et aussi, j'ai rencontré des collectionneurs qui disposaient des œuvres des artistes dont j'avais besoin dans ma collection. Et donc, j'ai fait des échanges avec ces collectionneurs pour avoir ces artistes de grande renommée internationale dans la collection pour que, effectivement, que ça ne soit pas un ghetto. Voilà un petit peu comment j'ai imaginé le projet de Banjul Station. Je savais que j'avais déjà un terrain acquis pour le projet, un terrain aussi sûr de réaliser un projet d'une telle envergure sur ce lopin de terrain, et que j'avais plus de difficultés à avoir un terrain sûr à Yaoundé et à Douala. Et en plus, parce que c'est une région où l'art classique est présent, dans les chefferies, ça se voit, les Bamileke ont gardé leur tradition séculaire et l'architecture au toit conique est encore respectée dans les chefferies, qu'elles soient petites ou grandes. Il y a toute une présence de l'art qui est à chaque bout de rue. Ça se voit même dans la manière de s'habiller ou dans la façon de construire. Il y a un artisanat traditionnel qui est implanté dans la région. Et créer Banjul Station dans cette région était de faire un mariage et créer une rencontre entre l'art classique et l'art contemporain. Voilà les facteurs ou des idées qui m'ont amené à implanter Banjul Station ici à Banjul, dans cette région de l'Ouest au Cameroun. Le public est assez divers. Il y a des visites guidées pour des jeunes d'école primaire. Il y a des jeunes collégiens aussi qui viennent à partir de leur lycée, de leur collège. Et aussi, il y a une diaspora camerounaise qui vient à l'étranger, qui est plus curieuse et demandeuse, et qui vient à Banjul Station. Et les grosses visites, c'est plutôt des Occidentaux qui sont assez avertis par rapport à la chose de l'art contemporain. Ma première vocation, c'est d'être un artiste. Je suis un artiste avant d'être agriculteur. Non, je suis né d'abord dans un environnement dans lequel la végétation est omniprésente. Et le travail que je fais et que je vis en Occident est trop stressant. Je suis artiste et je vis dans un rythme très rapide, effréné, sans repos au quotidien, dans le milieu de l'art. Et je me suis dit, je risque de péter les plombs un jour. Et qu'il fallait trouver quelque chose pour essayer de pallier à ce stress du quotidien. Et l'agriculture était vraiment l'occasion idéale pour moi d'aller dans ce domaine et de souvent faire des breaks et d'être dans mes plantations en Afrique. Et voilà pourquoi j'ai choisi de faire l'agriculture. D'abord parce que j'aime cet environnement. Je suis né en Afrique centrale, il pleut régulièrement et on est à chaque fois dans un espace vert. Et j'ai voulu retourner dans la terre pour m'échapper un petit peu du milieu de l'art contemporain. L'agriculture pour moi, ici au Cameroun, c'est d'abord un plaisir, c'est pour un plaisir. Plus proche de la population, une agriculture de consommation locale pour la communauté et non pour l'industrialisation. Nous, on a un petit parc d'animaux domestiques comme des moutons, des chèvres et des poulets de la basse-cour, des canards. Mais c'est vraiment pour la consommation et c'est par rapport à la qualité de la viande aussi et de ce qu'on cultive aussi, de l'agriculture biologique, parce que ces bananiers ont un label
vraiment biologique parce que aucun pesticide n'est utilisé dans nos plantations. Par contre, les plantations de caféiers est vraiment réalisée pour un projet critique sur les prix des matières premières. C'est parce que les prix sont fixés par l'Occident et les prix sont fixés à un niveau très bas que nous on a voulu essayer une plantation de caféiers, récolter notre propre café, le torréfier nous-mêmes et le vendre dans un emballage lithographié, justement pour critiquer les échanges entre le Nord et le Sud. En fait, qu'est-ce qu'on vend? C'est pas vraiment ces grammes de café qu'on vend, c'est plutôt l'emballage. Mais c'est nous qui fixons le prix. L'emballage est une œuvre d'art puisque c'est une lithographie, mais le prix est fixé vraiment par ceux qui ont produit ce qui est à l'intérieur. C'est une manière un peu de dire que c'est aux agriculteurs de fixer le prix de leurs produits. Et c'est pour ça qu'on a instauré cette plantation de caféiers d'une race qu'on a eue du Brésil, la Java. C'est un spécimen qui résiste aussi aux conditions climatiques. Mon père aimait beaucoup l'agriculture, bien qu'étant chauffeur-transporteur. Je le voyais mettre des bananiers au sol, planter des avocatiers, des orangers, des safoutiers. Et ça m'a vraiment plu et j'ai acquis cette passion de mon père parce qu'il aimait la terre, il aimait à chaque fois planter, ici et là au village ou en Balmayo dans la ville où j'ai grandi. Il aimait à chaque fois sur un petit lopin de terre, dès qu'il voyait la terre, il fallait planter quelque chose. Et vraiment, j'ai hérité ça de mon père. Vous savez qu'au Burkina, nous avons des grands comédiens de théâtre, des grandes compagnies, de sorte à ce que tout le monde a envie de venir travailler avec nous. Nous sommes ici à l'espace culturel Gambidi, où une compagnie de théâtre allemande a bien voulu venir travailler avec les élèves de CEFRAV. Actuellement, ça bosse dur à l'intérieur. On va aller voir ce qui se passe. Suivez-moi. Les répétitions se passent actuellement dans cette salle et nous allons tout à l'heure rentrer voir ce qui se passe. Suivez. Je m'appelle Mohamed. Je suis un homme de caractère. Mais j'aime beaucoup plaisanter aussi. Surtout ne prenez pas sans mal. Moi c'est Joyce. J'aime la vie. J'ai peur. Vous êtes ma famille. Je suis Catalina. Qu'est-ce que vous faites exactement actuellement? C'est un projet avec les Allemands. Oui. Le projet s'appelle Aller-Retour. 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 Une performance qu'on fait, oui. Vraiment, on apprend beaucoup, puisque pour eux, c'est une performance. Et ils ont mis de côté l'histoire du théâtre, jouer avec les gens, les émotions. C'est jouer naturellement comme toi-même. Sois relax. Voilà. C'est ça. Fais ce que tu ressens. Voilà, ce que tu ressens, ce que tu... Laisse-toi aller. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils sont là. Ils sont là depuis... Vous avez commencé depuis quand? Depuis le lundi. Depuis lundi. Donc depuis lundi, c'est laisse-toi aller, sois dans le mouvement. On était un peu en brouillard au début. Mais maintenant, ça va. Vous êtes habitué à du Souvent on interprète, on imite, mais... Et là, ils ont amené des photos pour qu'on regarde les photos, pour trouver les sentiments, les objectifs de la photo, pour les émotions de la photo incarnées pour donner la personne. Ah, ok, jouer la photo. Pas jouer, c'est-à-dire
être la personne. La personne, Mais tu être te mets la à la personne place de la naturellement. personne. Interpréter la Comme photo. si c'était la personne qui était là. Ok, on va se comprendre, on va se comprendre. Ça veut dire que tu regardes la photo et tu lis le personnage à travers la photo. Le regard, Le la sentiment qu'il a avec voilà, je comprends. Voilà. Ah, ok. Quel on est passé pour présenter. Voilà. Donc ça veut dire que chacun de vous a une photo. Oui, oui, oui. Quand on est passé. Moi, j'ai donné Emmanuel. Elle a donné Mohamed. Pourquoi ça? Voilà. C'est ça, Avec Ah, c'est intéressant ça. Ouais, c'est une première, mais ça fait de l'expérience. Quand toutes nos connaissances dérivent de l'expérience. On n'avait jamais fait ça. C'est une première par cas. J'ai suivi tout à l'heure ce qui se passe, j'ai essayé de poser un peu avec les élèves. Vous êtes là au nombre de 6. Vous êtes venus de l'Allemagne, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, vous êtes venus de l'Allemagne pour vous former, ou pour former les élèves du CEFRAL. C'est comme ça? Oui, Ça consiste à quoi exactement? Alors, c'est un projet d'échange entre les artistes d'Allemagne, de Hambourg, et des artistes ici. Et en Hambourg, on est comme une compagnie, un projet HUSOM. On s'appelle HUSOM. Et comme artiste, on travaille avec les jeunes qui ont une histoire d'immigration, quoi. Et pour HUSOM, l'art est quelque chose pour pour faire une place très grande pour les jeunes réfugiés en Allemagne. Ça veut dire on a un projet avec plusieurs groupes. On a un ensemble et 3 groupes pour les jeunes. Et l'ensemble, dans l'ensemble, il y a les jeunes artistes avec qui on va travailler avec ce groupe-là en Allemagne. Les photos qu'ils ont parlé, ce sont les personnages de notre acteur au performant. Vous êtes à Gambidi. Tout le monde sait au Burkina ici qu'il y a pas mal de compagnies au Burkina. Mais pourquoi avoir choisi Gambidi? Alors, on était ici il y a 2 ans et on était dans le Goethe-Institut avec Tekla Wachambara et on a parlé et expliqué un peu ce qu'on fait à la maison à Hambourg, quoi. Et qu'on travaille avec les jeunes gens pour avoir un art spécialisé pour nos jeunes et aussi des autres artistes qu'on peut supporter, essayer. Et on trouvait que l'ambiance ici dans l'espace Gambidi et aussi entre les autres artistes qui sont invités de coopérer avec nous, comme Blondine, comme Patrick, comme Ali, et Doublé et Chocho. Alors il y a beaucoup des artistes Ouaga. On a trouvé vraiment une très très bonne équipe et ça fait vraiment du humeur et de bonne et l'amour travailler avec eux. Ça c'est intéressant. Et vous pensez que les élèves du CEFRAL comprennent ce que vous les apportez? Ça veut dire ce que vous avez emmené de l'Allemagne, est-ce qu'ils comprennent exactement l'objectif recherché? J'espère. Et je crois que oui, parce qu'aujourd'hui on a touché un point qui était très important, parce que les premiers 3 jours, on a seulement, je crois, 8 jours. Et les 3 premiers jours, on a travaillé un peu sur ça, ce qu'ils déjà savent. Aujourd'hui, on a touché le point difficile qu'il s'agit d'une performance et pas d'une production de théâtre, de littérature. Parce que chez HUSOM et dans ce projet-là, on écrit soi-même les textes. On écrit aussi la musique. On fait de la danse ensemble. On écrit ce qu'on est entre nous. On a eu 1 semaine seulement. Mais on a appris beaucoup. Non, franchement, si ça pouvait aller même jusqu'au 25 Noël là, ça va être Donc vous ne voulez même plus arrêter pour repartir à l'école? notre on est habitué. Vous voulez plus reprendre ce que vous faisiez auparavant? Ah non, on va enchaîner avec ça. Mais comment? Moi aussi. Dorothea, l'autre partenaire de moi, dont la directrice artistique, Dorothea et moi, on fait la direction artistique de HUSOM, mais aussi pour ce projet-là. On a l'impression qu'on apprend
apprend beaucoup des élèves du CEFRAB, n'est-ce pas? Ça c'est incroyable. Et on est très heureuse quand on est ici, qu'on a la chance d'être ici à travailler avec eux. D'accord. Donc ça veut dire qu'après les élèves vont aller avec vous en Allemagne en mars. J'ai vu, c'est un boulot vraiment superbe. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et merci beaucoup d'être là, de nous apporter. Et nous aussi, on vous apporte, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Philomène. Voilà, Culture Info pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao.